Écoutez, le temps nous sonne 18 دقيقة وضيفنا بحذينا le représentant résident de la Banque mondiale en Tunisie, monsieur Alexandre Arobio. مرحبا بك, bienvenue parmi nous. Merci. Alors on va commencer justement par l'actualité. Les pays du monde entier ont approuvé ce mercredi matin, par consensus à la COP28 à Dubaï, une décision appelant à une transition vers l'abandon des énergies fossiles. Comment vous pouvez commenter cette actualité, cette nouvelle ? Je pense que c'est une décision très importante qui fixe un cap pour une question qui est fondamentale pour toutes les économies, l'énergie, et dans un monde où, comme nous le savons, il y a des questions de réchauffement climatique qui affectent et qui vont affecter beaucoup de pays. Donc je pense que c'est un signal important et c'est un cap qu'on doit pouvoir utiliser sur le moyen long terme, parce que ce sont des choses qui ont à la fois une dimension immédiate et une dimension sur le long terme. Ce sont des investissements, ce sont des décisions de politique publique et des changements même, dans certains cas, de sociologique ou d'attitude et de pratique. Donc je pense que c'est un signal fort. Et en l'occurrence, à travers ce signal fort, il y a eu aussi des décisions qu'on a vues ou des mesures qui ont été prises en Tunisie sur cet aspect des énergies renouvelables. Mmh. En même temps, parce que là on le voit un peu sur le côté préventif, c'est des opportunités. Ce sont des opportunités, j'espère qu'on pourra y revenir dans le cas de la Tunisie, des opportunités pour améliorer la performance économique de certains pays, améliorer l'emploi, créer des emplois et également renforcer la souveraineté énergétique. Mmh. Alors vous avez parlé de vision, c'est une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision pour la Banque mondiale aussi, parce que là je vois que la nouvelle vision de la Banque mondiale, c'est de créer un monde libéré de la pauvreté sur une planète vivable. C'est le slogan, si vous voulez. Comment ça peut se traduire exactement ? Alors, en fait, c'est un peu notre vision, notre mission qui a été discutée. On est dans une phase, nous avons eu ce qu'on appelle notre nouvelle roadmap, qui a été discutée avec nos actionnaires, avec les États membres, pour essayer d'une part de répondre à certaines attentes des États membres et également pour se renouveler et prendre en compte les défis du monde. Donc d'un côté, on a effectivement la lutte contre la pauvreté qui continue, qui est importante et qui doit être poursuivie. Et certains de nos États membres nous le signalent et le soulignent fortement, parce qu'il y a du travail à faire encore dans ce domaine-là. Et puis parfois il y a des crises qui font que des zones qui avaient réussi à progresser se retrouvent dans des situations de plus grave pauvreté, des conflits, des crises. On a eu le Covid il y a quelques années qui a fait retomber ou réaugmenter le niveau de pauvreté dans beaucoup de pays. Et puis il y a des défis d'ordre global et en même temps un mélange de public goods qui font qu'on doit essayer de participer, de voir comment on peut contribuer à résoudre ces défis ou attaquer ces défis. C'est le cas de la question climatique. C'est le cas, en fait, il y a 5 ou 6 grands thèmes qui sont sortis. On parle bien entendu de la question climatique, des questions de sécurité alimentaire, des questions de conflits qui étaient déjà présents, des questions d'accès à l'énergie. L'énergie, c'est un élément fondamental pour arriver à générer du développement et à réduire la pauvreté. Certains pays en Afrique subsaharienne, vous avez des taux d'accès à l'énergie. Donc on parle même pas d'énergie renouvelable, mais des taux d'accès qui sont parfois en dessous de 10%. Actuellement, il y a un programme pratiquement un fonds de 5 milliards de dollars, je crois, pour les pays africains pour l'accès à l'électricité. Voilà, je crois que c'est vraiment un grand défi pour l'Afrique, en particulier l'Afrique subsaharienne. Et on essaie de travailler sur ça. Et alors après, entre ces deux dimensions, la pauvreté d'un côté et ces thématiques dans un monde vivable, ou en tout cas, je ne sais pas si le mot, dans le monde où on peut bien vivre ou mieux vivre, il y a des liens, il y a des passerelles.
Parce qu'en fait, si vous ne répondez pas aux défis climatiques, il y a des endroits, des pays où il va y avoir des montées des eaux, des inondations plus importantes, etc., etc. Donc ça va avoir un effet sur les plus défavorisés. De même pour les conflits, encore plus pour la sécurité alimentaire. Donc il y a des liens entre les deux choses, mais finalement, c'est d'essayer de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des gens à travers la planète. Alors, réchauffement climatique, sécheresse, beaucoup de dégâts causés par le changement climatique, justement. Et au premier jour, encore une fois, on parle de la COP28, au premier jour de la conférence sur le climat à Dubaï, tous les participants ont annoncé un accord sur la création d'un fonds pour le financement des dégâts causés par le changement climatique. D'ailleurs, c'était l'annonce, la grande annonce du premier jour. Le fonds sera hébergé par la Banque mondiale, justement, au cours des 4 prochaines années. Et le lancement, il est prévu pour l'année prochaine, pour 2024. On s'attend à quoi exactement? Alors, bon, déjà, on va essayer de... Ce sont les demandes qui sont liées, ou les financements qui sont liés à ces changements sont énormes. Mm-hmm. Donc, je pense que ce fonds, c'est une première étape. Par exemple, j'espère qu'on y viendra. Sur la Tunisie, les estimations du CCDR entre maintenant et 2050, c'est de l'ordre de 55 milliards de dollars. Et c'est une estimation, c'est un ordre de grandeur. Donc, vous imaginez qu'on aura besoin de beaucoup plus. Et on va voir comment on pourra y parvenir. Mais je pense que ce fonds, après, comme ça va être un équilibre entre, d'une part, notre mode de fonctionnement habituel qui est de répondre aux demandes des pays. La Banque mondiale, en fait, travaille, on a une approche, ce qu'on appelle, nous, l'approche pays, c'est-à-dire qu'on a un système, un contrat de partenariat avec chaque pays avec lesquels nous travaillons, et on définit les priorités. Et en fonction de cela, en fonction des demandes de financement, nous répondons. Et là, il y aura un engagement pour voir comment prioriser, selon les pays, les thématiques les plus importantes. Alors, il y a les questions d'adaptation, les questions après les questions aussi de lutte contre, enfin, décarbonation de l'énergie. Donc, toutes ces questions-là vont être traitées en fonction des priorités de chaque pays, mais tout en ayant un cadre général. Ça n'a pas l'air un peu compliqué quand on parle justement de financement, parce que jusque-là, on va prendre l'exemple du Fonds pour les pertes et dommages, c'est vrai qu'il a été accueilli comme une grande victoire, mais par contre, il y a toujours un problème de financement. Les promesses de financement n'ont pas pu dépasser, on n'a même pas pu atteindre le 1 milliard de dollars, je crois. Donc ça pose toujours problème. Mais c'est difficile, oui. Mais enfin, ça, après, c'est en fonction de ce que tout un chacun et chaque pays est prêt à mettre sur la table. Alors après, en même temps, ce qu'on regarde, et notre président Ajay Banga s'est attaché à travailler sur cet aspect, c'est voir comment également on peut mobiliser le secteur privé. Vous voyez, donc par rapport à cette problématique, on a les finances publiques, on a l'aide au développement, mais le secteur privé doit devenir une dimension très importante et je dirais fondamentale de cet ensemble de changements. Et il y a des instruments qui ont été mis en place, qui parfois peuvent aider à ça, des systèmes de concession, de partenariat public-privé. Donc, je crois qu'on a des défis majeurs et il faut faire preuve d'innovation, de créativité et de coopération. On devra travailler tous ensemble sur ces questions-là. Mais c'est vrai, vous avez entièrement raison, c'est compliqué. Si on parle des financements du groupe de la Banque mondiale en faveur de l'action climatique, dont la région MENA, d'une manière générale, on en fait partie, ça devrait atteindre les 10 milliards de dollars entre 2021 et 2025. On se pose la question aujourd'hui, vous en êtes à combien à peu près? Alors là, en ce qui concerne, du moins, la Tunisie, hein, si vous voulez. Sur la Tunisie, ça sera, je pense que j'aurai des chiffres plus précis à vous fournir. On a pour le moment sur un portefeuille de 2,8 milliards de dollars, portefeuille actif, on a environ
400 millions de dollars sur les énergies, donc ils contribuent aux énergies renouvelables, et 50 millions de dollars sur tout ce qui est gestion des catastrophes, en termes d'appui direct en financement. Plus 250 millions de dollars sur l'eau. Je m'excuse, je suis en train de faire l'addition en même temps que je vous parle. Vous mais faites bien, donc on parle en fait de environ 1 milliard de dollars entre l'énergie, l'eau et la gestion des catastrophes, c'est-à-dire essentiellement les inondations. Ce qui a été dépensé, ce qui a été engagé. Ce qui a été engagé. Donc en gros, on est autour de 450 millions sur l'énergie, 250 millions sur l'eau et 50 millions sur la gestion des catastrophes, pour l'instant. Et on discute avec le gouvernement pour poursuivre et approfondir dans cette dimension. Donc vous voyez, on est autour de 50% pour l'instant. Et ça va aller croissant. Parfait. Donc, on va reprendre notre discussion juste après les news pour parler justement de Country Climate and Development Report, le CCDR. Tout le travail a commencé en août 2022, normalement. Qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est quoi ce rapport exactement? Quels en sont les résultats, les risques, les avantages, les recommandations? Tout ça juste après les news. Je rappelle avec notre invité qui est présent parmi nous aujourd'hui, le représentant résident de la Banque mondiale en Tunisie, monsieur Alexandre Arobio. إكسبريس FM الأخبار. موجز الأخبار من إكسبريس FM، أهلا بكم. المندوب الجهوي لحماية الطفولة ببنزرت بشر إجراءات التعهد ب3 أطفال قُصّر إثر مقتل الأم أمس على يد زوجها خنقا جراء خلاف نشب بينهما حول سداد معلوم النفقة، وقد تم تأمين الإحاطة النفسية المكثفة لفائدتهم من أجل مساعدتهم على تجاوز الآثار النفسية الصعبة والنظر في وضعيتهم القانونية والاجتماعية والدراسية، كما تم اقتراح الحاضن الأصلح على قاضي الأسرة ضمانا لمصلحتهم الفضلى وفق بلاغ لوزارة الأسرة. قرية الأطفال بسليان تم إخلاؤها تماما من أجل إعادة البناء باعتبار وجود منازل آيلة للسقوط في الداخل، مما يمثل تهديدا على حياة الأطفال. هذا وفق تأكيد رئيس القرية عاطف اللبادي في تصريح لقسم الأخبار، موجها النداء إلى كل المكونات من أجل مساعدة القرية على توفير المبلغ المرصود لاستكمال البناء. تم منازل آيلة للسقوط ومنازل أخرى تتطلب إصلاحات في العمق. الإصلاحات هذه باش كلفنا برشا، وفي كل مرة قبل الصيانة نعملوها تعاود ترجع، دونك مشينا إنه الهدم الكلي وإعادة البناء الكلي. البناء اليوم احنا في الكلية التوفون اللي بدينا فيها عندنا مدة، عندنا تقريبا ما يعادل نصف المبلغ اللي هو معناها 3 مليارات. البني يتطلب من 6 ل 7 مليارات، يعني مازلنا نحبوا معناتها شكون يساندنا باش نعاودوا نكمل نصف المبلغ الثاني. احنا اليوم يعني الشركات الكبرى، رجال اعمال، كبار الفلاحين، المؤسسات الصغرى والمتوسطه الكل اللي تنجم تعطينا كودما باش نجموا اعاده القريه هذه تكون باش تستعيد حتى دورها. تعرف السودان هنا ما ثماش قريه اخرى في غيابها هي، حتى السلطات القضائيه وحتى السلطات الامنيه تلقى مشكله مثلا في الاطفال اللي هما تكون حالتهم استعجاليه ولا، دونك مهم برشا وجودها. هذاك علاش النداء هذايا معناتها نوجهوه خاصه اللي نجم يعاون باش ان شاء الله البيتا ترجع.
وكشف عاطف اللبادي أن قرية الأطفال بسليانة تقدم الدعم لحوالي 600 عائلة ما بين الدعم العائلي والإيداع العائلي. تقريبا يعني في حدود 50 صغير عندنا بين الاطفال وبين الشباب اللي هم في مملكات الشباب، لكن القريه ما تقفش خدماتها عند الاطفال اللي هم في الايداع العائلي. يعني في القريه احنا تقريبا عندنا حوالي 600 طفل ما بين الاطفال اللي هم في الايداع العائلي والاطفال اللي هم معناها في الدعم العائلي. الدعم العائلي اللي هم الاطفال في عائلاتهم، واحنا نقدموا الدعم المادي يعني ادويه، دراسه، سكاش سكولير، باش ينجم العائله ذيك تأدي وظيفتها وما تفككش وما يخرجوش تغير هذاك مروحهم في الشارع. دونك تقريبا حوالي 600 طفل هي اليوم قاعده تقدم في يد المساعده من في القريه نتاعنا. دوليا وبالتحديد في الشان الفلسطيني، أين أعلنت كتائب عز الدين القسامة الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم استهداف 7 دبابات إسرائيلية وناقلتي جند خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة المحاصر، مضيفة أنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية. نهاية هذا الموعد الإخباري، كانت معكم أمال الهاني، إلى اللقاء. وقت عنا نصف نهار و35 دقيقة تسمعوا فينا وضيفنا نفكر ألكسندر أغوبيو الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس. Bienvenue encore une fois parmi nous. Merci. Donc on parlait de la COP 28, des financements, du changement climatique, des priorités de la Banque mondiale et aussi de ce qui concerne la Tunisie d'une façon directe. On parle du dernier rapport Country Climate and Development Report de CCDR. Tout le travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a commencé en août 2022. Pourriez-vous nous donner une idée sur le cadre général de ce rapport pour qu'on puisse avoir une idée claire et comment ça s'aligne stratégie de transition écologique de la Tunisie, mais aussi au plan de développement 2023-2025? Tout à fait. Alors, ce qu'on appelle les CCDR, donc c'est les rapports pays, climat et développement, ce sont des outils qui analysent à la fois les défis climatiques à un niveau d'un pays et les questions de développement ou les questions économiques. Et donc, ils essaient de faire un petit peu l'intersection entre les deux. Donc, avec derrière des plans d'action, des projections qui permettent d'essayer de se constituer une boussole pour à la fois maintenir ou retrouver ou développer la croissance économique, le standard de vie des gens et tout en répondant aux défis climatiques. Ce sont des documents qui s'appuient sur les stratégies nationales. Donc, les stratégies que vous avez mentionnées ont servi de base, de point de départ pour élaborer ce document qui a été élaboré en étroite coopération avec le gouvernement.
Et donc, il y a un travail qui s'est élaboré dans ces différents secteurs, ces priorités. Ce qui s'est passé, c'est que donc, à partir d'une analyse générale, il y a eu l'identification de thèmes majeurs, prioritaires, dans le cas de la Tunisie, qui sont peut-être différents que ceux qu'on pourrait avoir aux Maldives, au Groenland ou au Vietnam, et qui ont permis donc de dégager des orientations majeures. Alors, dans le cas de la Tunisie, les éléments clés qui sont ressortis, c'est la décarbonation de l'énergie, avec donc le développement des énergies nouvelles et renouvelables, l'eau. L'eau est un défi, lutter contre le stress hydrique est majeur, et puis la lutte contre certaines catastrophes naturelles, en particulier l'inondation et montée du niveau des eaux. Voilà. Ça, ce sont les 3 thèmes. Ce sont des thèmes, c'est un document qui a été présenté avant d'être publié au gouvernement, sur lesquels nous avons eu des échanges. Il y a eu des consultations également avec des experts, avec la société civile. Et il a été, on parlait tout à l'heure de la COP28, il a été présenté par notre directrice régionale pour toutes les questions de développement soutenable, Madame Meski-Bran, et Madame Chikaoui, la ministre de l'Environnement, conjointement, avec un focus plutôt sur l'eau. Donc voilà. Donc ça, ce sont des documents que nous en a réalisé 6 dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, dont la Tunisie. Et moi, je vois ça comme un document qui, au-delà du rapport, qui sert d'outil d'engagement, d'outil de... Je pense que le mot boussole est assez une bonne idée, ce qui permet d'orienter, d'essayer de voir vers quoi on doit aller et ce qu'on doit essayer d'éviter de faire. Alors, ce qui est bien dans ce rapport, c'est que vous, après bien sûr, après avoir fait la présentation de ces différents axes sur lesquels vous êtes focalisé, pénurie d'eau, élévation de niveau de la mer et inondation et décarbonisation de l'énergie, vous avez présenté les risques de l'inaction et les avantages de remédier à ces problèmes. Et je crois que c'était très très pertinent dans le rapport. Donc justement, pour donner un petit peu une idée à nos auditeurs, quels sont exactement ces coûts, si j'ose dire, de l'inaction? Si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer? Et quelles sont exactement les recommandations? Alors, si on ne fait rien, on va avoir, donc, c'est des estimations, hein, donc c'est avec des hypothèses de travail. Donc, je pense que les ordres de grandeur, si vous regardez les ordres de grandeur de ces questions, donc, on va avoir progressivement une décroissance de l'économie, si dans le cas où rien ne soit fait, d'ici 2030, je crois qu'en cumulé, on aurait 3,4% du PIB qui serait restreint. À terme, on aura 24%, ou on aurait 24% des zones côtières qui seraient affectées, avec un coût économique élevé. On aura de plus en plus d'inondations, et avec qui seront avec des effets de plus en plus forts sur les populations. Sur l'énergie, on va avoir des questions d'effet de serre, et donc et sur l'eau, on le voit déjà, hein, on a des questions de sécheresse. Alors regardez, la sécheresse, ça a un effet sur la production céréalière, qui a un effet sur la vie des gens et même sur l'économie. Bon, l'économie a finalement bien résisté cette année, mais le choc le secteur agricole a souffert. Donc vous voyez, et en même temps, ne pas avoir d'eau, ça a un effet même plus direct sur la vie des gens. On a eu des coupures par moment sur l'eau courante, donc c'est une démultiplication de problématiques qui méritent d'être traitées et qui doivent être traitées de manière stratégique, parce que c'est dangereux de se disperser. Et là, effectivement, dans les discussions qu'on a eues avec le gouvernement, on a dégagé ce qui nous a semblé être, et ce qui, je crois, semble être également pour le gouvernement, les priorités majeures. Alors, certaines sont, j'allais dire, d'ordre plutôt défensif, où on gère un risque, c'est le cas de l'eau, parce que il y a une menace, en fait, un péril pour les populations, pour le pays, à ne pas traiter ça. Et le gouvernement veut s'activer sur cette question de l'eau. Et il y en a d'autres qui... Donc c'est le cas de l'énergie, c'est à la fois
Donc décarbonation, adaptation, mais aussi c'est une opportunité. Les énergies renouvelables dans le cas de la Tunisie, ça peut être, et ça c'est un thème auquel je suis très attaché, une opportunité pour réduire la facture énergétique, contribuer à la balance des paiements, parce que pour l'instant on importe des hydrocarbures de l'étranger, donc on doit sortir des devises, alors que si on produit l'énergie solaire, même si en tout cas si on augmente la proportion d'énergie solaire et éolienne produite dans le pays, qui est beaucoup moins chère déjà, rendre les entreprises plus compétitives, et on n'a pas besoin de faire sortir des devises, on crée de l'emploi, il y a toute une dynamique, un cercle vertueux qui peut se développer. Donc voilà, c'est deux grands thèmes. Et alors ensuite, la gestion des catastrophes. J'ai eu l'occasion de me rendre à Nabeul pour visiter des sites, des travaux qui avaient été réalisés pour des petites infrastructures qui permettent de canaliser l'eau des inondations lorsqu'elles se provoquent, ou également de créer d'utiliser des outils pour protéger la surface littorale et éviter que l'eau, la mer n'avance trop. Ce sont des efforts qui sont importants pour les citoyens et qui ont un gros effet économique. Alors inversement, dans ce rapport, il y a des estimations que inversement, en adoptant des stratégies très dynamiques, on pourrait avoir plus de croissance. Alors, je pense que l'énergie renouvelable est peut-être le plus palpable parce que il se trouve que dans le contexte qu'on connaît depuis 2022, il y a une volonté d'un certain nombre de partenaires de la Tunisie de diversifier leurs sources énergétiques, et si donc la Tunisie arrive à renforcer ses capacités, ça peut avoir un effet économique positif. Alors vous avez utilisé le bon terme, les capacités à renforcer la possibilité de renforcer ses capacités. Qu'est-ce qui empêche la Tunisie aujourd'hui justement d'avancer dans ce sens-là? Quand je vois le rapport, ce que vous recommandez justement, c'est la gestion par exemple par rapport à l'eau, la gestion de la consommation d'eau, la modernisation des réseaux d'eau, par rapport à l'énergie aussi, le renforcement de la coordination, le développement des énergies renouvelables, améliorer les conditions techniques, facilitation de la participation de l'engagement du secteur privé, la réaffectation des dépenses publiques, c'est très bien tout ça. Mais comment le concrétiser? C'est ça la grande question. Et puisque ce n'est pas le cas, donc on n'est pas en train de le faire là aujourd'hui, malgré toutes les politiques adoptées par l'État tunisien, mais on ne voit pas encore de résultats ou ça n'avance pas comme il a été prévu. On voudrait toujours que ça avance plus vite. Ça, c'est clair, mais pour l'instant, je pense pas qu'on puisse dire on n'est pas dans la situation de le coût de l'inaction. On n'en est pas là. Il y a des mesures qui sont prises, des stratégies qui sont définies, des actions qui ont été entreprises et qui devraient être effectivement mises à l'échelle. Par exemple, actuellement, on a un programme, et je parle pour nos programmes, il y en a d'autres, des programmes nationaux, des programmes financés par d'autres partenaires, mais dans la région de Testour, on a une zone sur lesquelles on contribue à la modernisation des infrastructures d'irrigation, sur un programme qui va couvrir 22 000 ou entre 22 000 et 25 000 hectares, qui vont à la fois améliorer la productivité des agriculteurs et en même temps réduire les pertes en eau. Tout à l'heure, vous parliez de l'eau. Alors en fait, il y a une panoplie. Alors je suis pas un spécialiste en gestion des eaux, mais vous avez une panoplie d'instruments lorsque vous voulez gérer ce problème de stress hydrique. Et nos spécialistes donc ont mis en place des stratégies ou des méthodologies c'est un peu comme un bilan financier. Vous avez le bilan financier, vous avez les revenus et les dépenses. Ici, vous avez les besoins en eau et les ressources. Donc un peu l'offre et la demande. Donc en fait, vous devez jouer sur un mix d'instruments. Par exemple, améliorer les infrastructures et réduire les pertes. Actuellement, je crois qu'au niveau des pertes, on est à 34% sur les réseaux. Donc il y a une opportunité et le gouvernement travaille sur ça, à renforcer ces infrastructures, avoir moins de pertes. Ensuite, après, vous pouvez réutiliser les eaux usées.
Donc ça, c'est quelque chose aussi où il y a pas mal d'investissements et qui permettent de ne pas gaspiller les eaux d'égout, les eaux usées, et de le réutiliser alors, selon les degrés, soit au moins pour l'irrigation, soit même comme eau potable. Donc ça dépend des usines de retraitement. Alors après, il y a beaucoup de travaux d'infrastructure qui doivent être faits là-dessus. Justement. Il y a du dessalement aussi. Alors nous, là-dessus, enfin nos spécialistes sont prudents parce que les dessalements sont des investissements assez chers. Et donc, ça peut être intéressant de travailler sur la réduction des pertes, etc. Mais je pense que tôt ou tard, effectivement, et vu l'urgence, et je crois que le gouvernement va s'orienter vers les dessalements aussi. Donc voilà, mais vous voyez, il y a une panoplie alors après, on peut essayer de réduire la demande aussi. Donc dans beaucoup de pays, et comme finalement en Tunisie, on joue sur les différents leviers. Et on essaie de voir quel est le mix optimum. Ce qui n'est pas chose facile du tout, non. C'est pas évident du tout. Mais on revient toujours en ère de la guerre, c'est l'argent, justement, le financement. Vous êtes une institution de financement essentiellement, et quand je vois ici des chiffres, des montants colossaux, des chiffres énormissimes, quand on parle d'investissement cumulé à l'horizon 2050, pour justement investir dans tous ces axes, les 3 axes que vous avez cités, décarboner le secteur de l'énergie, c'est pratiquement aux alentours de 35 milliards de dollars. Accroître la résilience face à l'élévation du niveau de la mer et aux inondations, c'est 2 milliards 230 millions de dollars. La pénurie d'eau aussi, c'est 17 milliards 55 millions de dollars. C'est l'équivalent, enfin, si on fait l'addition, on va trouver pratiquement, on parle de 54 milliards de dollars. C'est énorme. On parle d'investissements cumulés à l'horizon 2050. Mais en revanche, les besoins de financement de la Tunisie pour répondre de manière adéquate au changement climatique à l'horizon 2030, là, on parle de pratiquement 24 milliards de dollars. Et vous allez vous commenter après. Là, on est à mi-chemin. Demain, c'est 2024. Pratiquement, on est à mi-chemin. Et je ne veux pas qu'on a pratiquement rien, mais pratiquement. Donc, il n'y a pas vraiment on n'a pas vraiment eu les financements nécessaires pour avancer dans ce programme-là. Alors qu'on parle aujourd'hui de pratiquement 54 milliards de dollars. Comment vous voyez les choses aujourd'hui ? Alors d'abord, il y a une précision, c'est que ce dont on parle ici, ce sont des investissements publics et privés. Donc il ne faut pas voir ça uniquement à travers disons, en se limitant à l'investissement public, y compris avec l'appui d'institutions comme nous. Je veux dire qu'il y a, sur cette question, il y a effectivement, je crois qu'au final, il y aura peut-être une question à se poser sur le niveau d'investissement public, peut-être la nécessité de les augmenter et de voir comment on va pouvoir faire ça. Comment ? C'est la grande question. C'est effectivement. Vous avez une idée sur le budget tunisien et un très grand problème par rapport d'une manière générale, le déficit déjà budgétaire, il est énorme, mais à part ça, il n'y a pas assez de budget pour l'investissement, la rubrique investissement. Donc c'est ça la grande question. Je crois que effectivement, il y a besoin de se questionner, de s'interroger sur comment augmenter l'investissement public d'une certaine manière. Donc après, au final, il y a des arbitrages. Et donc, là, quel type d'arbitrage, par exemple, aujourd'hui ? De toute manière, dans toute décision budgétaire, vous avez des arbitrages et vous devez faire des choix. Alors, l'arbitrage, ça peut être d'essayer de voir comment on peut augmenter les revenus et ensuite comment on peut allouer la dépense publique. Donc voilà, donc là-dessus, alors après, au final, si on consolide, ce sont des choix de priorité de politique publique. Vous voyez ? Donc, ça, c'est une dimension. Alors après, on a également, je crois y avoir fait allusion tout à l'heure, on a le secteur privé. Donc il y a toute une série d'investissements qui peuvent relever du secteur privé. Ou alors de créer des incitations pour que le secteur privé investisse dans ces domaines. Pour que le secteur privé investisse, il faut qu'il y ait une préparation de la part de l'État aussi, donc un investissement public. Un investissement public ou bien des réglementations qui facilitent, qui favorisent l'investisseur privé. Donc il y a toute une dynamique qui se met en place. Parce que par exemple, alors, on a parlé dans l'énergie renouvelable des 1700 mégawatts. Donc le gouvernement essaie c'est très ambitieux, ce programme, de mon point de vue. Et c'est bien.
Mais bon, alors maintenant, après, il faut voir si on peut arriver à le développer dans les délais, si, même si on prend un certain retard, comment quand même garder le cap. Et si, ça doit être un questionnement stratégique à mener et à maintenir dans la durée. Donc, ce que vous faites actuellement, c'est réellement un travail de partenariat entre la Banque mondiale et l'État tunisien avec toutes ces différentes institutions. Est-ce qu'il y a une demande ou des dossiers officiels déposés auprès de la Banque mondiale par rapport à cet axe-là spécifiquement, par rapport au financement, aux difficultés de financement? Alors, de toute manière, dans quelques pays que ce soit, nous on travaille en partenariat. Alors c'est de manière anecdotique, je parle pas tunisien mais je parle un peu espagnol, donc le cadre de partenariat, c'est assez amusant comme traduction. Dans les pays hispaniques, on appelle ça Marco de Alianza. Donc cadre d'alliance. Donc c'est comme ça qu'ils ont traduit le cadre de partenariat. Donc par définition, on travaille en partenariat et la Tunisie est un de nos États membres et donc on est ici pour aider la Tunisie comme on aide les autres pays avec lesquels nous travaillons et de manière aussi assez formelle on monte ces cadres de partenariat qui sont des formes de stratégie à 5 ans qui s'appuient sur les documents stratégiques nationaux et qui on définit conjointement des priorités. Et en l'occurrence, toutes les questions dont on a parlé sur le CCDR et sur le climat sont inclus dans cette stratégie, dans ce cadre de partenariat. Il y avait déjà, vous dites, en fait, il y avait déjà de l'action de la part du gouvernement et de la banque et d'autres partenaires sur l'énergie, sur les inondations. Ce à quoi je faisais référence à Nabeul, c'est que ça a commencé en 2018. Les projets d'irrigation à Testour, ce sont des projets qui ont commencé il y a plusieurs années. Les projets sur l'énergie sont déjà là, donc on a déjà des financements par rapport. Peut-être que maintenant il y a besoin de stratégiser davantage. Il y a des stratégies nationales qui sont sorties et de renforcer la conscience sur le niveau des défis. Mais on est déjà engagé. Enfin, l'État tunisien est déjà engagé dans ses priorités, en tout cas de ce que j'en vois. Et donc la manière de travailler, de procéder, c'est que on crée ces stratégies, ces partenariats conjoints, pluriannuels. Le dernier a été approuvé par le conseil d'administration de la banque en juin 2023. Et on a 3 grands axes. Un sur la création d'emplois et l'environnement pour faciliter la création d'emplois de qualité dans le secteur privé. Un deuxième sur le capital humain et un troisième très important sur les questions climatiques. Et là, qui inclut les énergies renouvelables, l'eau et la gestion des risques naturels. Donc à partir de ça, le gouvernement analyse ses besoins, fait ses arbitrages et va décider de nous faire une requête sur tel ou tel projet prioritaire par rapport à d'autres requêtes qui seront faites à d'autres investisseurs de type Banque africaine de développement, BEI, BIRD. On parle de quelle période exactement? C'est quelle période exactement? Donc c'est un travail sur cette stratégie de cette type. Alors exactement. Pardon, j'aurais dû. Alors c'est de 2023 à 2027. D'accord. Donc c'est à peu près 4-5 ans selon. On a commencé en 2023, donc en fait on a 5 années sur la période. C'est un portefeuille global de combien? Pour l'instant, on a un portefeuille actif de 2,8 milliards de dollars en termes de financement, et c'est accompagné par toute une série de travaux d'engagement, d'assistance technique, alors des rapports comme le CCDR, on fournit toute une série d'activités de conseil sur demande du gouvernement avec des fonds fiduciaires et des partenaires qui contribuent à ces fonds fiduciaires, qui peuvent être alors les partenaires qu'on a actuellement ici. On a la coopération suisse, la coopération italienne, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, d'autres pays, la Norvège également. On a d'autres pays qui contribuent à le Japon, qui contribuent à ces financements, c'est des dons
pour fournir du conseil. Et en parallèle, on a ces financements qui sont de l'ordre de 2,8 milliards de dollars sur ces 3 axes que j'ai indiqués, et avec des priorités d'urgence qui sont sur le climat, sur la résilience sociale et sur l'accès au financement pour les PME. Ça, c'est sur les premiers 18 mois. Mais donc, chacune de ces activités, si vous me permettez, je vais donner quelques exemples, sont des réponses à des demandes du gouvernement. Alors, le gouvernement, en fait, il a accordé avec nous ces axes prioritaires, et dans ces axes prioritaires, il nous fait des demandes spécifiques, qui sont distinctes, ce que je disais, de celles qu'il peut faire peut-être à d'autres institutions avec lesquelles nous travaillons, donc avec lesquelles le gouvernement travaille, comme je disais, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, etc. Donc, on est dans ce mode de fonctionnement. Donc, besoins spécifiques, demandes spécifiques, voilà. Donc c'est des requêtes de la part de l'État. Ouais. Par exemple, sur l'année 2023, on a eu l'approbation, on a préparé le financement d'une ligne de crédit pour les PME de l'ordre de 120 millions de dollars pour aider les entreprises qui avaient des problèmes de liquidité. On a contribué au financement du programme Elmed, qui est la connexion électrique entre la Tunisie et l'Italie, à laquelle d'autres partenaires, l'Union européenne, l'Italie, la Banque européenne d'investissement, la BIRD, la KfW ont participé. Mais donc, c'est sur une demande du gouvernement, on a préparé un programme qui est passé en Conseil des ministres récemment et qui doit être approuvé. On a eu également l'année dernière un projet d'appui à la sécurité alimentaire pour 130 millions de dollars. C'était en 2022. Et on continue à travailler avec le gouvernement sur cette question-là. Donc voilà, vous voyez, donc, et ce sont des programmes, si vous regardez, en fait, ce sont des programmes qui sont liés beaucoup aux questions soit climatiques, soit sociales. Voilà, parfait. Donc, on va clôturer par 2 petits points. On parlait tout à l'heure du budget de l'État 2024. On prévoit une année relativement difficile. Mais l'État prévoit d'emprunter 16 milliards 400 millions de dinars de l'extérieur en 2024. Je vous pose la question, vous avez compris pourquoi. Parce que dedans, il y a 10 milliards de dinars, ou 10 milliards 300 millions de dinars plus précisément, sur lesquels on n'a absolument aucune idée. Donc, tout le peuple tunisien se pose la question, d'où ça va venir exactement, d'où est-ce qu'on va les avoir ces 3 milliards d'euros, c'est l'équivalent de 3 milliards d'euros. Donc je vous pose la question, est-ce que la Banque mondiale fera partie des parties prenantes qui seront directement engagées dans ce sens-là ou dans ce cadre-là? Alors nous avons... Est-ce qu'il y a des pourparlers? Est-ce qu'il y a... Oui, pour l'instant nous discutons sur des programmes chaque année. Donc ce que les exemples que je vous ai donnés ont été approuvés l'année dernière. La ligne de crédit PME, Elmed, mais chaque année nous sommes en pourparlers en fonction de la demande du gouvernement. Ça, c'est l'appui budgétaire, là. Non, pour l'instant, les appuis budgétaires, on a une limitation, et ça je crois que c'est assez connu, assez public. On ne fait pas d'appui budgétaire en l'absence d'accord avec le FMI. Donc ça, mais on a d'autres instruments qui permettent d'aider sur le plan social. On a un très grand programme d'appui au programme Amen, de transferts sociaux pour les plus défavorisés. Et c'est quelque chose qui est très important pour le gouvernement, sur lequel on s'est engagé fortement. On a, comme je l'ai dit, en 2022, on a apporté un appui à la sécurité alimentaire. Donc, il y a d'autres moyens d'aider que de faire de l'appui budgétaire. Alors, en tout cas, pour l'année à venir, on a une enveloppe de 500 millions de dollars, à peu près, qui est en cours de pourparlers pour finaliser, et en fonction des demandes qui ont été faites par le gouvernement. Donc là, ce qui est officiel, c'est les pourparlers sur les 500 millions de dollars. Voilà pour l'année 2024. Pour l'année 2024. Parfait. Alors, je termine par la dernière visite, la délégation officielle présidée par Farid Belhaj, le vice-président de la Banque mondiale pour la région, qui a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à continuer à soutenir la Tunisie dans la mise en œuvre de tous ses programmes de développement et de réforme. Quels étaient les outputs de cette visite réellement? Comment qu'est-ce qu'on peut dire sur cette visite? Alors d'abord, c'était ça a permis, je crois, de
de confirmer, de réaffirmer notre très bonne coopération, notre travail en commun. Et puis, précisément, c'était... je pense qu'il y en a eu une réunion avec le chef de gouvernement, ainsi que Madame le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture, Madame le ministre du Commerce, pour parler et faire un point d'étape dans nos discussions sur la programmation 2024. Et je pense qu'il y a des points positifs qui en sont sortis, comme ça a été indiqué dans les communiqués de presse du gouvernement, pour finaliser les programmes qui devraient être signés cette année. واضح. شكرا لك. Merci beaucoup, Monsieur Merci Alexandre Arobio, représentant résident de la Banque mondiale en Tunisie, pour votre visite et pour l'interview. Merci encore une fois à Riyad aussi pour la coordination. اقعدوا معنا راجعين بعد شوية مازلنا مواصلين معكم حتى الماء 9 فيكم على إكسبريس FM.